n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale, d'où le 49-3. Vous n'avez pas de majorité dans le pays, d'où le refus du référendum. Vous n'avez pas de perspective politique, d'où votre appel aux syndicats à parler de tout sauf des retraites. Avez-vous seulement conscience de ce qui se passe dans le pays? On peut en douter quand on entend vos propos hallucinants sur votre prétendue victoire ou avoir fait ce que les Français attendaient, ou ceux du ministre Dussopt sur la volonté de désordre qui existerait dans les cortèges de manifestants, alors qu'il n'y a rien de plus faux. Écoutez-les, les cortèges. Ils parlent démocratie, respect du travail et des travailleurs. Ces postures, ces caricatures vous éloignent chaque jour un peu plus du peuple. Madame la Première ministre, notre pays a besoin d'apaisement. Vous voulez un nouveau départ, mais il n'y aura pas de nouveau départ, ni avec les groupes parlementaires, ni avec les partenaires sociaux, tant que la loi retraite n'aura pas été remisée. Alors, Madame la Première ministre, cessez la méthode Coué. Vous n'enjamberez pas la réforme des retraites. Elle va vous suivre comme le sparadrap du capitaine Haddock. Vous ne changerez pas de séquence à votre gré. Le peuple et l'Assemblée vont dicter leur ordre du jour. Et celui-ci appelle des mesures en faveur de l'hôpital public, en faveur de nos aînés dans les EHPAD, en faveur des Français confrontés à l'inflation, en faveur des territoires oubliés. Vous voulez gouverner? Alors écoutez l'Assemblée nationale, écoutez le peuple, écoutez la démocratie. La démocratie, c'est le respect du pouvoir législatif, pas son enjambement. La démocratie, c'est l'écoute de l'expression du peuple, notamment par la manifestation, qui est le cœur battant de la démocratie. Et le peuple, Madame la Première ministre, ce n'est pas la foule, même s'il y a effectivement foule dans la rue. Madame la Première ministre, vous voulez sortir de votre isolement? Vous voulez trouver des majorités à l'Assemblée? Ce ne sera pas simple, mais il y a un préalable attendu par beaucoup, y compris par certains dans votre majorité. Ce préalable, c'est le retrait de la réforme des retraites. Y êtes-vous prête? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Pires Beaune, vous nous appelez à retirer la réforme et vous nous appelez à respecter l'expression du peuple, l'expression de la démocratie ou l'expression du Parlement. Le premier respect, c'est le respect du résultat des urnes. Le président de la République a fait campagne avec un engagement, réformer le système de retraite. L'ensemble des députés de la majorité a fait campagne avec un engagement, réformer le système de retraite. Cette réforme a été conduite dans la concertation. Cette réforme a été conduite avec 175 heures de débat au Parlement. Et c'est grâce à cette majorité que des améliorations ont été apportées pour les carrières longues, pour la pénibilité, avec l'ensemble des mesures correctrices qui ont été intégrées au texte, non pas grâce à vous, mais grâce au travail de la majorité parlementaire et de la majorité présidentielle. Vous nous dites, Madame la députée, il n'y a pas de majorité. Je vous rejoins sur un point. Il n'y a pas de majorité alternative et le rejet des motions de censure l'a montré. Le véritable échec, Madame la députée, c'est celui de la NUPES. Vous n'avez pas bougé une ligne du texte. Vous n'avez pas gagné un vote. Vous n'avez pas empêché son adoption. Vous êtes en réalité en échec parce que votre stratégie est liée à celle de M. Mélenchon. Madame la députée, vous appartenez à un parti qui est tellement inféodé à M. Mélenchon que vous en êtes réduit à demander à vos propres candidats de se retirer du deuxième tour des élections législatives dans l'Ariège. C'est la démonstration que vous ne pensez plus, que vous ne décidez plus, que vous n'avez plus de souveraineté et de capacité à penser votre propre avenir. Et je me souviens d'une interview de Bernard Cazeneuve qui avait dit que finalement le Parti socialiste était devenu le paillasson de M. Mélenchon. Je crois qu'il avait raison et je crois même que c'est pire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Justice, si notre préoccupation est centrée sur les retraites, cela ne doit pas éclipser la question de la lutte contre la corruption et le maintien des outils mis en place. Plus que jamais, ces institutions publiques doivent être mobilisées contre la fraude fiscale et les narcotrafiquants, véritables fléaux qui sapent les fondements de notre démocratie et privent l'État de nombreux milliards. Je veux parler ici de l'Agence française anticorruption, seul outil de prévention dont le rôle a été salué par l'OCDE grâce à son champ de détection et de contrôle étendu. Elle est actuellement et depuis plus de 8 mois privée de sa commission des sanctions, alors que le décret de nomination des membres ne pose aucun problème de rédaction. Le directeur de l'AFA, un magistrat apprécié, entendu ici lors des travaux que nous avons menés avec Sylvain Waserman sur les lanceurs d'alerte, est parti discrètement au terme de son mandat et n'est pas pour l'heure remplacé.
Alors je m'interroge sur la réalité de la politique publique majeure qu'est la lutte contre la corruption. Pas seulement celle des cols blancs, Monsieur le ministre, mais des narcotrafiquants qui prennent la main sur nos institutions. Que faisons-nous de ce combat en envoyant de tels signaux de faiblesse? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Cécile Untermaier, si vous m'y autorisez une toute petite digression, car je sais à quel point vous êtes attachée au sujet justice. Je le sais parce que souvent nous avons travaillé ensemble et que personnellement je m'en suis toujours infiniment réjoui. Il y a de ça quelques heures, le tribunal administratif de Nantes a été à nouveau attaqué. Protégé par les pompiers et les forces de sécurité intérieure, dont certains nous disent ce qu'ils ont envie de nous en dire, mais heureusement qu'ils étaient là pour ne pas que les choses soient plus graves. Alors, je vais évidemment répondre à votre question. Le renouvellement des membres de ce comité suppose que le Conseil d'État, la Cour des comptes et la Cour de cassation en désignent chacun 2 membres. Et nous venons d'avoir la liste de ces membres, donc le décret sera pris dans les jours qui viennent. Soyez-en pleinement assurés. Merci Madame la députée Cécile Untermaier d'avoir rappelé à quel point l'AFA était essentielle dans la lutte contre la corruption. Important pour nos entreprises que cet organisme, notamment dans le cadre des CEGIP, et vous avez souligné, vous avez eu raison de le faire, que l'OCDE avait été extrêmement élogieux à propos de ce dispositif français. Sur les moyens, j'ose également vous dire que, s'agissant du parquet national financier, celui-ci a vu doubler ses effectifs de magistrats en 8 ans. Qu'ils sont assistés désormais de 16 greffiers, mais aussi, ce qui est fondamental au regard de la technicité nécessaire requise, de 8 assistants spécialisés et d'1 juriste assistant, et un autre viendra compléter très prochainement la liste des juristes assistants. Voilà, vous devez être pleinement rassurés. Merci. La lutte anticorruption est au cœur des préoccupations de la chancellerie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame Untermaier. Merci, Monsieur le ministre. C'était important de l'entendre dans cet hémicycle, parce que nous ne pouvons pas abandonner un combat aussi majeur pour notre démocratie. Et vous le voyez ici, à contrario de ce que nous vous demandons, la suspension des retraites et de calmer les choses en ce sujet. Au contraire, s'agissant de la lutte pour la corruption, contre la corruption, eh bien nous vous demandons au contraire d'accélérer et d'agir de manière amplifiée sur ces questions majeures. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, j'ai regardé attentivement les dernières déclarations qui pouvaient définir votre ligne politique depuis l'échec de la réforme des retraites entérinée par votre absence de majorité sur ce texte. Je retiens le ni dissolution, ni remaniement, ni référendum du président de la République et votre proposition de dialoguer la semaine prochaine avec les syndicats, mais sur les seuls sujets sur lesquels vous êtes d'accord, selon les mots mêmes de votre ministre Franck Riester. En vous mettant au service d'un président de la République du triple ni, pour ne pas dire du déni, vous êtes devenue la Première ministre de l'impasse. Malgré toutes vos tentatives de diversion, malgré votre stratégie assumée du pourrissement, l'opposition à votre réforme des retraites n'a jamais été aussi massive parmi les Français. Le mouvement social est le plus important depuis les années 90. Les syndicats montrent depuis le début de cette mobilisation leur grande responsabilité. En les traitant comme vous le faites, Madame la Première ministre, vous jouez avec notre pacte républicain. Je ne veux pas que vous noyiez le poisson en assénant au Sénat vos habituels éléments de langage sur une réforme dite indispensable pour sauver notre système de retraite. Plus personne ne vous croit. Et si vous évoquez l'actuel climat de violence inacceptable qui a émaillé certaines manifestations avec les syndicats, nous les avons dénoncés comme nous l'avons toujours fait. Et nous aussi, mes chers collègues, nous soutenons l'ordre républicain et ceux qui le défendent, policiers et gendarmes. Mais nous avons le droit d'interroger la doctrine du maintien de l'ordre du gouvernement à l'espèce. Ce que je veux, Madame la Première ministre, c'est que vous répondiez à la proposition de l'intersyndicale, que vous acceptiez la médiation, que vous suspendiez l'application de cette réforme injuste et inutile, que vous preniez en compte la réalité. Il n'est plus temps de jouer avec les matamores
jouer les matamores comme le fait Emmanuel Macron. Il est temps de répondre avec sérieux aux demandes des syndicats. Je vous offre une tribune, profitez-en. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Première ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Patrick Kanner, comme chacun ici, qu'il se soit opposé à la réforme des retraites ou qu'il l'ait votée, je vais au contact des Français, j'entends leurs craintes, leurs espoirs et parfois leur colère. Comme chacun ici, j'entends les revendications de celles et ceux qui prennent part au mouvement social, des revendications qui dépassent la réforme des retraites. Comme chacun ici, je suis attentive aux témoignages des élus locaux qui sont en première ligne face aux difficultés de nos concitoyens. Comme chacun ici, je connais les attentes des Français pour leur pouvoir d'achat, pour leur santé, pour l'éducation de leurs enfants. Alors, Monsieur le Président Kanner, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas chercher à renforcer les craintes, qu'il ne faut pas chercher à attiser les colères. Aujourd'hui, il faut apaiser le pays en rassemblant les bonnes volontés, toutes celles et ceux, au-delà des clivages, qui sont prêts à trouver des solutions. Aujourd'hui, il ne faut pas renoncer à agir. Au contraire, il faut accélérer, apporter des réponses concrètes qui améliorent le quotidien des Françaises et des Français. C'est aujourd'hui autour de ces deux axes que je souhaite bâtir dans les prochaines semaines un programme de gouvernement et un agenda législatif, comme le président de la République m'en a confié la tâche. Depuis lundi, j'ai donc entamé une série de consultations. J'ai vu hier le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Je les poursuis avec les forces politiques, les parlementaires, les élus locaux et les partenaires sociaux que j'ai invités à une rencontre en début de semaine prochaine. Ma seule ambition, c'est de trouver des solutions au service des Français et de bâtir des majorités de projets pour les mettre en œuvre. Toutes celles et ceux qui veulent agir pour les Français sont les bienvenus. C'est de cette manière, par la concertation, par le dialogue et par le compromis, que nous répondrons aux inquiétudes de nos compatriotes. Je vous remercie. Monsieur le Président Kanner, quelques secondes. Monsieur le Président, programme de gouvernement, nous répond Madame Elisabeth Borne. Mais Madame Borne, ça fait 70 mois que vous êtes au pouvoir avec vos amis politiques. Vous n'avez plus de boussole et surtout, je le pense très sincèrement, vous ne comprenez plus l'esprit des Français. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui dans notre pays. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Tout le monde ici condamne les violences, d'où qu'elles viennent, et quelles qu'en soient les victimes, manifestants, forces de l'ordre, dont nous avons salué l'engagement, nous le saluons encore à l'instant. C'est pourquoi les faits commis par la Brave la semaine dernière à Paris sont inacceptables. Valentin, 19 ans. Je suis projeté au sol, une moto me roule sur la jambe gauche, hématome de 56 cm. Souleymane, 23 ans. Tu as tellement de chance d'être assis là, je te jure, je te pétais les jambes au sens propre, je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules. Salomé, 22 ans. Ta vie ne tient qu'à un fil, je vois la peur dans ton regard, j'aime ça. Paul Boyer, journaliste, 25 ans. Sans un mot, un agent de la Brave le frappe au visage avec une matraque, traumatisme crânien, fracture de la main gauche. Alors, Monsieur le Ministre, vous engagez-vous ici, aujourd'hui, à adresser à l'ensemble des forces de l'ordre la lettre du 29 mai 1968 de Maurice Grimaud, préfet de police de Paris, qui disait « Nous n'avons pas le droit de passer sous silence les excès dans l'emploi de la force. Frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Vous devez faire une guerre impitoyable à tous ceux qui, par leurs actes inconsidérés, accréditeraient l'image déplaisante que l'on cherche à donner de nous. » Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Qu'il y ait, comme dans toute profession, comme dans toute activité, des policiers et des gendarmes qui ne respectent pas les valeurs, le droit, la déontologie, c'est une évidence. Et d'ailleurs, j'en ai sanctionné plus que la moyenne lorsque vous étiez en responsabilité le quinquennat d'avant. Vous avez connu des périodes où les manifestations étaient difficiles, je pense à la loi travail de Mme El Khomri, ou des difficultés de maintien de l'ordre, je pense à Sivins, que vous citez peu finalement dernièrement dans les interventions du groupe socialiste. Et oui,
Madame la sénatrice, j'ai sanctionné et j'ai parfois fait retirer de l'uniforme des policiers et des gendarmes parce qu'ils doivent être exemplaires. Mais je ne serai jamais dans la démagogie comme vous l'êtes, Madame la sénatrice, qui consiste à comparer de manière équitable les violences de la police, je mets des guillemets, des violences des casseurs. Parce que quand on met un trait égal, quand on dit violence policière et violence des casseurs, on a l'impression que finalement tout ça est un conflit et qu'il y a des deux côtés des gens qui mériteraient effectivement l'égalité. Le Parti socialiste a oublié Clémenceau. Le Parti socialiste a oublié M. Cazeneuve. Le Parti socialiste a oublié M. Badinter. Je ne rappelle pas du maintien de l'ordre, évidemment, que vous avez mis en place vous-même, que nous on a corrigé, parce que c'est nous qui avons présenté au Conseil d'État un schéma de maintien de l'ordre qui a été validé. Madame la sénatrice, en disant des oui mais, vous répondez au vieil adage de ma grand-mère qui était femme de mineur. Ma grand-mère me disait, quand on dit oui mais, c'est que la phrase... Bien sûr, bien sûr. On a tous compris que vous aviez un grand problème avec la NUPES pour soutenir les forces de l'ordre et chacun le voit dans l'opinion de la République. Les policiers ne veulent pas de oui mais. Oui, il y a de l'exigence, mais ils veulent du soutien parce que ce sont des femmes et des hommes fort mal payés malheureusement, qui protègent nos concitoyens et comme hier ils l'ont démontré, permet à chacun de manifester dans de bonnes conditions. Le procès que vous faites, Madame la sénatrice, et là encore je suis prêt à en répondre assez longuement quand il voudra au président de la commission des lois, aux policiers de la République, n'est pas digne d'un grand parti de gouvernement comme le vôtre. Madame de La Gontrie. Monsieur le Président, je voudrais dire au ministre de l'Intérieur qu'être ministre de l'Intérieur, ce n'est pas seulement être le ministre de la police, mais vous êtes en charge de la paix civile. Donc vous devez non seulement défendre les policiers et les gendarmes, mais vous devez veiller au respect de l'état de droit. C'est ce que les Français attendent, le respect de l'ordre, mais dans la justice. Et puisque vous vous référez à des grands ministres de l'Intérieur de gauche, permettez-moi de me référer à Pierre Joxe, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler au ministère de l'Intérieur. D'une part, plan quinquennal de modernisation de la police. D'autre part, création de la direction de la formation. Instauration du code de déontologie, déclaration des droits de l'homme dans les commissariats. Voilà le modèle que vous devriez suivre. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'économie et j'y associe mon collègue Rachid Temal. Depuis l'an dernier, l'inflation n'en finit plus de ne plus finir. Les prix des produits alimentaires ont grimpé de 14,5% en un an et une nouvelle hausse de 10% est à prévoir ces 2 prochains mois. Ce chiffre est en effet le plus élevé depuis 1985. Face à cela, quelle réponse vous apportez aux Français? Vous demandez aux enseignes de pratiquer pendant 3 mois, je cite, les prix les plus bas possibles sur un ensemble de produits de leur choix. Je suis sceptique quant à la crédibilité accordée à ce genre de déclarations qui traduisent plus un vœu pieux que l'institution d'une mesure concrète. Cette volonté de rien imposer aux distributeurs est incompréhensible, car de l'aveu même de la BCE, une grande partie de l'inflation serait tirée par la volonté des entreprises de sauvegarder leurs marges afin de maintenir leurs profits. Le candidat Macron nous parlait de mettre en place pour les ménages les plus modestes un chèque alimentaire. Ma question est donc simple. Quels engagements comptez-vous prendre devant la représentation nationale afin de donner un cap lisible et clair pour nos concitoyens, un cap qui ne soit pas l'otage de vos revirements incessants et vos renoncements permanents, un cap que vous devez à nos concitoyens, tant la situation est difficile pour les plus précaires d'entre eux. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Kozik, vous parlez de revirement. Quel revirement? Quel revirement quand depuis octobre 2021, le président de la République, Jean Castex à l'époque, puis Elisabeth Borne engagent 110 milliards d'euros pour soutenir les factures d'électricité de nos concitoyens. Pas un pays européen n'a autant soutenu le pouvoir d'achat. Mais si, on peut être en désaccord sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus, 110 milliards d'euros, c'est pas de la flûte, monsieur, je vous réponds. Ayez au moins le respect de m'écouter, ce serait sympathique. 110 milliards d'euros, ça se vérifie. 46 milliards juste sur l'année 2023 pour accompagner les factures d'énergie. Alors, excusez-moi, ai-je encore la liberté de regarder où je veux? Oui? Merci. Non. Suivez. Je vous remercie. Donc, ce gouvernement n'a jamais eu de revirement en matière de soutien au pouvoir d'achat, vous le savez très bien.
Et le soutien, il est massif. Et d'ailleurs, vous l'avez voté ici, aux côtés des Français. Ensuite, vous critiquez avec force le trimestre anti-inflation que nous avons mis en place avec la grande distribution. C'est la première fois, et vous le savez pour connaître ces sujets, monsieur le sénateur Cozic, que la grande distribution, de façon unanime, s'engage sur 3 mois. Vous savez très bien qu'en général, les promotions, c'est 2 à 15 jours de promotion. Troisième engagement, au-delà d'être un engagement rapide et collectif, cet engagement, il est juste. Ils prennent sur leur marge pour assurer que les prix n'augmentent pas. Avec Bruno Le Maire, nous avons donc beaucoup travaillé avec eux durant 3 mois. Ce trimestre anti-inflation propose des centaines de produits à nos compatriotes. La Direction générale de la répression des fraudes et de la concurrence surveille d'ailleurs aux côtés des distributeurs que les marges sont bien prises, les efforts sont bien faits sur les marges des distributeurs. Et nous avons appelé avec Bruno Le Maire à ce qu'il y ait possiblement une nouvelle négociation pour faire baisser les prix, s'il continue à baisser le prix des matières premières, au printemps, au mois de mai, avec les industriels. Alors, aucun revirement, de la volonté, de la détermination et une inflation qui, au global, demeure l'une des plus faibles d'Europe. Je vous remercie. Monsieur Cozic. Madame la ministre, les Français ont besoin de stabilité. Chèque alimentaire, abandonné. Panier anti-inflation, abandonné. À la fin, je crains que ce soit les Français qui soient abandonnés. Avec vos dispositifs montés comme une usine à gaz, c'est 50 nuances de prix dans un panier percé. Avec l'abandon du panier à inflation, vous placez le pays dans les mains de la grande distribution, dont les marges ne faiblissent pas, tout en faisant passer cette dernière comme les principaux acteurs de la lutte contre la vie chère. La République en marche se mue en la République en marge. On pourrait en rire si à la fin ce n'était pas le consommateur qui payait tous vos revirements.